plus que quelques jours et 26 des trésors royaux béninois du musée des Quais Branly de Paris seront de retour à leur source. Jeudi 28 octobre 2021, les titres de cette édition. Ça y est, 26 des trésors royaux et trônes que la France a décidé de rendre au Bénin reviendront au Bercail le 6 novembre prochain. Les précisions dans un instant. L'Union des professionnels des médias lance la plateforme des médias. L'année académique 2021-2022 a été lancée ce jour sur le campus d'Abomey-Calavi, une année placée sous le signe de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Tout de suite, le développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. La France restitue au Bénin 26 œuvres pillées par les troupes coloniales en 1892. Tenu à Paris ce mercredi 27 octobre 2021, cet acte qui officialise cet engagement entre les deux pays a connu la participation du président Macron, des officiels et des officiels béninois. C'est une cérémonie à forte valeur symbolique qui s'est tenue ce mercredi à Paris. La restitution au Bénin d'œuvres pillées, c'est la première importante restitution d'objets de collection publique à un pays africain. C'est une première historique pour un musée français. Des statues totems et anciens de l'ancien royaume d'Abomey, le trône du roi Béhanzin, 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, conservées jusqu'ici au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, seront restituées le 6 novembre 2021 prochain au Bénin. Je vous invite à suivre l'extrait du discours tenu par le président français Emmanuel Macron en cette circonstance. Ces œuvres, elles étaient attendues depuis longtemps. Si longtemps. Et rappelez-vous, lorsque la jeune fondation Zinsou avait exposé en 2006 pendant quelques mois certaines de ces œuvres, des œuvres de ce trésor, l'engouement du public à Cotonou, et notamment du jeune public, avait témoigné de cette volonté de la jeunesse béninoise d'avoir à nouveau accès à son patrimoine. C'était une évidence. Il y a ensuite eu la demande formelle de restitution des autorités béninoises, formulée par une lettre du 26 août 2016, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, d'abord rejetée au nom de ce fameux principe d'inéligibilité, je ne vais pas y arriver comme vous, c'est Bénédicte qui m'a porté la poisse, d'inaliénabilité, qui avait d'abord été opposé, et vous avez tenu bon. En novembre 2017, à Ouagadougou, j'ai pris devant les étudiants cet engagement de restituer, convaincu que la France ne pouvait pas rester passive devant le fait que 95% du patrimoine africain se situerait en dehors de l'Afrique. Toute jeunesse a besoin de s'approprier l'histoire de son pays pour mieux bâtir son futur,
d'en retrouver aussi la puissance, parfois les mystères. Et il n'y avait aucune raison que la jeunesse africaine soit condamnée à ne pas avoir accès à son patrimoine. Cet engagement à rendre possible sous 5 ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain était alors pris. En mars 2018, en présence du président Talon, j'ai confié à l'historienne Bénédicte Savoie et au professeur et écrivain Felwine Sarr cette mission, cette difficile tâche de commencer à tracer un cadre intellectuel à ces restitutions. Merci à tous les deux de votre engagement formidable, de votre présence encore aujourd'hui et de la fidélité à ce travail, mais surtout de la percée, je crois pouvoir dire, que vous avez contribué à conduire en concertation profonde avec tous vos collègues, pas simplement français, mais européens, africains, internationaux. Votre rapport, remis en novembre 2018, a fait date. Il a dérangé certains, bousculé d'autres, car nous savons tous ici combien ce sujet est sensible, combien il est aussi historiquement clivant. Pourtant, ce dont il s'agit avec ce rapport et avec les restitutions que nous avons ensuite initiées, ce n'est en aucun cas de créer de nouvelles divisions, mais plutôt d'ouvrir de nouveaux horizons. Un horizon d'échange, de coopération, de partage. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons conçu, avec nos partenaires béninois, que je remercie tout particulièrement, cette restitution ô combien emblématique, messieurs les ministres. Et je veux ici très sincèrement remercier le musée du Quai Branly Jacques Chirac, son président, Emmanuel Casarérou, votre prédécesseur, le président Stéphane Martin, toutes les équipes du musée. Merci infiniment, pas simplement pour le cheminement d'aujourd'hui, mais pour le travail exceptionnel que vous avez conduit durant ces dernières années et tout particulièrement ces derniers mois pour préparer cette restitution, pour préparer aussi cette semaine béninoise en présence de conservateurs du Bénin que je salue tout particulièrement et qui sont l'illustration vivante de cette coopération. La pandémie n'a pas eu raison de votre détermination et de votre engagement, et je vous remercie infiniment pour cela, parce que je sais combien les conditions étaient rendues encore plus difficiles. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, a salué le retour au bercail des œuvres et la modernisation des relations entre la France et le Bénin, dont la restitution des œuvres en est une illustration parfaite. Cette collection constitue une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle de notre pays, s'est-il réjoui, ajoutant que la restitution de ce patrimoine contribuera notamment au développement touristique au Bénin. Vous avez posé un acte de justice mémoriale qui vous fait entrer dans l'histoire des relations entre ces deux pays. Je vous remercie, a-t-il adressé au président Emmanuel Macron. Je vous invite à suivre le message du ministre des Affaires étrangères béninois en cette occasion. Lorsque j'ai saisi mon homologue français de l'époque, M. Jean-Marc Ayrault, d'une demande officielle de restitution des biens culturels au nom du gouvernement béninois, nul ne pouvait prédire l'aboutissement heureux de cette démarche, comme l'a souligné tout à l'heure Bénédicte. Nul ne pouvait donc prédire cet aboutissement, tant les obstacles étaient si nombreux, comme en attestait la fin de non-recevoir qui a été opposée à cette demande par le gouvernement français en décembre 2016. Mais votre élection, Monsieur le Président de la République, ajoutée à la persévérance de la partie béninoise, a changé la donne. Il y a eu dans la foulée le discours fondateur que vous avez prononcé à Ouagadougou le 28 novembre 2017, suivi de la mission de réflexion sur la restitution du patrimoine africain que vous avez annoncé en présence du président Patrice Talon au Palais de l'Élysée et que vous avez confié aux remarquables et brillants universitaires que sont Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, que je salue avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect au nom du Bénin. Et il me souvient qu'au mois de mars 2018,
lorsque vous annonciez cette mission, vous laissiez déjà entrevoir la décision historique qui était la vôtre, décision que vous avez prise le 23 novembre 2018 à la suite du rapport désormais appelé Savoie-Sarr, de restituer aux autorités béninoises 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Depuis lors, les diligences nécessaires à la restitution effective de ces biens par la France et à leur accueil dans de bonnes conditions au Bénin sont à ce jour accomplies de part et d'autre. L'organisation de la présente cérémonie et surtout les étapes capitales à venir dans les prochains jours, à savoir la signature relative au transfert de propriété des 26 œuvres en présence de vous-même, Monsieur le Président, et du Président Patrice Talon, et leur départ subséquent pour le Bénin en témoigne de façon éloquente. C'est ici le lieu de saluer l'esprit de compréhension mutuelle et le dialogue constructif qui ont prévalu entre les administrations béninoises et françaises concernées tout au long de ce processus et qui ont permis, face aux obstacles et polémiques de tout ordre, d'accroître le champ de nos convergences plutôt que celui de nos inévitables divergences. Par l'ampleur des résonances qu'elles suscitent au plan international, le Bénin et la France donnent à voir au monde, à travers la concrétisation de cette restitution de biens culturels, un modèle de coopération muséale et patrimoniale qui se veut exemplaire en la matière. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les 26 œuvres ici exposées ensemble pour la première fois dans l'histoire du musée du Quai Branly Jacques Chirac sont représentatives d'un patrimoine culturel exceptionnel et irremplaçable pour notre peuple, pour le peuple béninois. Elles constituent une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle de notre pays. Leur retour prochain au Bénin contribuera incontestablement à renforcer cette identité, mais aussi à améliorer l'offre touristique du pays, conformément à la vision du gouvernement de faire du Bénin une destination touristique et culturelle de choix en Afrique. C'est important pour moi, à cette étape, de dire notre gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés autour du président Kasaréou pour organiser cette semaine culturelle béninoise au sein de ce musée. C'est sur ces perspectives qui augurent d'un processus dynamique et porteur de nouvelles attentes légitimes que je voudrais conclure mon intervention en vous réitérant, Monsieur le Président de la République française, la reconnaissance du président Patrice Talon, de son gouvernement et du peuple du Bénin pour cette coopération culturelle exemplaire entre le Bénin et la France, dont la présente exposition constitue une éclatante illustration. J'ai envie d'emprunter l'expression utilisée par Felwine Sarr, qui disait, Monsieur le Président, que vous avez posé un acte de justice mémorielle qui vous fait rentrer dans l'histoire des relations entre nos deux pays. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Toujours en politique, tenu ce même 27 octobre 2021, le Conseil des ministres de cette semaine a approuvé les stratégies pour l'amélioration des rendements agricoles au Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léange Ngouedji, décline ici les détails au cours du point de presse à l'issue du conclave gouvernemental. Au chapitre des communications. En un, l'approbation de la stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales 2022-2026. L'état des lieux de ce sous-secteur renseigne que de nombreux défis doivent être relevés pour permettre d'obtenir de meilleurs rendements agricoles. Il s'agira, entre autres, d'accroître les superficies emblavées concernant les principales cultures de base, d'améliorer leur productivité en favorisant aux exploitants agricoles l'accès aux semences de variétés améliorées pour porter le taux de couverture de 20 à 50% d'ici à 2026.
C'est donc pour faire jouer au sous-secteur son rôle de levier de l'accélération de la transformation de l'agriculture béninoise que la présente stratégie nationale est adoptée. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veillera à son application efficiente aux fins de parvenir aux résultats escomptés. En deux, la mise en concession des sites abritant les usines de production de jus d'orange de Zapota, de jus d'ananas d'Alada et de purée de tomates de Kpomassé. Pour rappel, les unités de transformation de produits agricoles installées en 2015 n'ont jamais été mises en service. Le Conseil des ministres avait décidé en octobre 2016 de procéder à leur cession, mais l'appel d'offres s'était avéré infructueux, les montants proposés par les soumissionnaires étant largement en deçà des prix d'acquisition et d'installation. Aussi, afin de sauvegarder les investissements, le Conseil du 29 juillet 2020 avait-il autorisé la reprise du processus de cession des dites unités de transformation, au terme des travaux du comité technique de dépouillement et d'évaluation des offres. Seules les unités de transformation de tomates à Kpomassé, d'ananas à Alada et d'orange à Zapota ont été retenues. Ainsi, celles-ci feront l'objet d'un contrat de concession avec les sociétés CAJ Engineering SAL et Orana SA qui paieront des redevances annuelles à l'État conformément aux tests en vigueur. Les dites sociétés se sont engagées pour des investissements conséquents destinés à la relance des unités concernées dans des délais déterminés. Il est à préciser que si aucun investissement n'est effectué dans les 6 mois qui suivent la signature, ou si la mise en exploitation n'est pas effective dans les 18 mois, l'État pourra retirer la concession. Les ministres chargés du dossier sont instruits de procéder diligemment à l'accomplissement des formalités irrelatives. En point 3, l'autorisation de sélection de 20 boursiers pour une formation en administration hospitalière au profit des aspirants à la fonction de médecin directeur d'hôpital. Au regard des faiblesses observées dans la gouvernance des formations sanitaires publiques en général et des hôpitaux en particulier, le gouvernement a fait l'option de professionnaliser la fonction de médecin directeur d'hôpital. Ceci exige la disponibilité de ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la sélection de 20 médecins généralistes, candidats à la formation de master en administration hospitalière. Celle-ci se déroulera alternativement en France et au Bénin et sera assurée par l'École de hautes études en santé publique de Rennes en partenariat avec l'Institut régional de santé publique de Ouidah. En point 4, la mise en concession du site abritant la Société des industries textiles du Bénin, Citex SA, pour la reprise de l'exploitation. Confrontée à la vétusté de ces équipements, la Citex SA connaît d'énormes difficultés de production qui, depuis 2003, impactent négativement autant ses activités que la qualité de ses produits. Afin de la réhabiliter et de relancer l'activité industrielle dans la ville de Lokossa, le gouvernement a conclu un accord avec la société Dongako SA qui a soumis une offre de reprise. Au terme du dit accord, cette société va notamment conserver le nom commercial, la marque Citex, en continuant à assurer la présence de cette unité pionnière dans la transformation du coton-fibre sur le marché national, régional et international, ainsi que la filature industrielle et l'impression de marques prisées. Maintenir les emplois existants, en créer de nouveaux et générer de la valeur ajoutée pour l'économie béninoise en investissant durablement dans l'industrie de transformation. Racheter l'ensemble des stocks, matières premières, consommables en cours et produits finis correspondant à des demandes en instance. Ce faisant, la pérennité de l'activité de transformation du coton béninois sera assurée avec l'acquisition par la nouvelle société d'équipements modernes. Le repreneur disposera de 18 mois pour faire les investissements nécessaires et mettre en exploitation l'usine à son plein potentiel. Pour ce faire, le Conseil a autorisé la formalisation de l'accord pour la mise en exploitation de l'outil industriel moyennant une redevance annuelle à verser à l'État conformément aux tests en vigueur. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation, le 2 novembre 2021, en mode virtuel, du dialogue public-privé sur le financement des micro,
petites et moyennes entreprises du secteur informel de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général adjoint des douanes, M. Boubacar Kamara. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, membre de la commission de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, M. Vitondji Lionel Armand Dossou Nouati. Au ministère de la Santé, directeur départemental de la santé du Zoo, M. Winok Goudjo. Directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaires, M. Metoïk Benan Blaise Gezomevo. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, inspecteur général du ministère, Mme Marie-Reine Nicole Sessiede Podong et Bagidi. Directeur des systèmes d'information, M. Charlie Oswald M. Agossou. Dans le monde des médias, la salle colline de l'Infosec de Cotonou a abrité ce jour l'atelier de validation de la plateforme des médias du Bénin, une activité qui a rassemblé les responsables de l'Union européenne au Bénin, de la RAC, de l'Union des professionnels des médias du Bénin et quelques journalistes. Le compte-rendu est signé Anaël Dohou, Nasrin Fatoumbi et Jefté Hungé. Satisfaction et intérêt, c'est l'expression qu'on peut lire au visage des participants de l'atelier de validation du contenu de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias du Bénin. C'est une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en partenariat avec l'Union européenne. Devant le panel de journalistes de renom, la vice-présidente de la RAC et l'ambassadrice de l'Union européenne, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latondi, exprime le but de la création de cette plateforme. Nous avons souhaité contribuer, vous avez souhaité contribuer à nos côtés à l'amélioration de la qualité des productions de presse au Bénin en misant sur le renforcement de capacité des acteurs des médias à travers un projet original, la plateforme numérique de formation. Cette plateforme est conçue sous un modèle de e-learning offrant aux acteurs des médias, quelle que soit leur catégorie professionnelle, je veux citer la presse écrite, la radio et la télévision, d'y accéder et de se faire former, qu'importe leur situation géographique. Pour l'heure, la plateforme est encore à l'étape de conception et notre activité de ce jour nous permettra de recueillir vos avis, vos suggestions et recommandations en vue de son amélioration. Je renouvelle une fois encore mes sincères remerciements à toute l'Assemblée ici réunie pour sa participation à la concrétisation de cette belle entreprise. Je voudrais prendre l'engagement, un engagement au nom de tous les professionnels des médias du Bénin, d'œuvrer pour l'opérationnalisation effective de cette plateforme afin de nous permettre d'atteindre des objectifs du projet. La présentation de la plateforme a été la première activité de l'atelier. Animée par Donald Azogli Asogba, cette présentation a exposé le contenu de la plateforme. À sa suite, l'expert média fondateur du groupe ESAE, Clément Adéchian, a présenté un extrait de cours qui sera disponible sur le nouveau joyau. Nous avons une pratique très ordinaire dans la rédaction quand il s'agit de faire du reportage. Le journaliste s'en va et il reporte des faits comme s'il n'avait qu'un seul sens. L'œil ou les yeux. Il a vu, il s'est terminé, il n'a rien entendu, il n'a rien senti, il n'a rien touché, il n'a rien goûté. Il vient. J'ai vu, il nous reporte ça. C'est moche pour le reporter de voir comment un journaliste travaille en utilisant ses sens. Un match de football, il faisait vivre, il était si heureux que le Bénin ait pu fournir un gazon agréable pour un match de football. Je pense que j'ai l'envie aux autorités ivoiriennes d'aller copier ce qui se fait au Bénin. Le journaliste va aller dans les détails importants. Le gazon de vert, l'herbe
a senti, il a palpé. Comme le journaliste reporter vont sur le terrain et se donne le plaisir de toucher, de palper, de sentir, immunité, parfois de goûter. Je ne peux pas aller faire un reportage dans un restaurant inauguré et ne pas rapporter la qualité des mets. Mais comment rapporter la qualité des mets si je n'ai pas goûté au moins ne serait-ce qu'un plat? C'est pas possible. Comment faire un reportage à la plage, par exemple, si je ne peux reporter que ce que j'ai vu, que les vagues, que les couleurs? Ce qu'il faut retenir lorsqu'il s'agit du reportage, c'est de comprendre que le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur, il n'a pas assez de temps. Il a autre chose à faire. L'essentiel, c'est qu'on doit s'arranger pour que le sujet qu'on met à sa discussion doit l'intéresser, doit l'accrocher et ensuite, quand on commence par l'embrouiller, il jette le journal. Quand on commence par l'embrouiller, il éteint la télé. Quand on commence par être trop long à raconter n'importe quoi, il éteint la radio, il met la musique, il passe à autre chose. On doit être concentré, on doit avoir un vocabulaire clair, limpide, comme vous le dites dans la radio, Léa, au niveau de la langue, ça doit être précis, ça doit être long, une à 2 minutes, pour qu'ils soient accrochés, qu'ils vont suivre et qu'ils soient attentifs à ça, parce qu'après, il passe à autre chose. Il n'a pas le temps à ça. On doit être concentré à l'essentiel. Outre ces présentations, les participants ont mené des échanges qui ont permis de mieux comprendre la plateforme. Les apports et recommandations ont été pris en compte afin d'améliorer cette innovation avant sa mise à disposition. À la fin de cet atelier, la présidente de l'UPMB, Zakia Toula-Tundi, exprime son satisfaction au micro de Anaël Dou, Nasrine Fatombi et de Jefté Hungé. Ensemble, les activités se sont bien déroulées parce qu'on a eu une bonne partie des participants qu'on attendait, des acteurs de médias d'un certain niveau et des universitaires également, des acteurs enseignants. Et donc on avait un panel assez bien fourni de professionnels qui nous ont accompagnés dans les échanges. Et donc c'était spécifiquement pour nous l'occasion de leur présenter le projet de contenu de la plateforme. Pour l'instant, nous avons la plateforme n'est pas encore opérationnelle. Nous avons un projet de la rendre opérationnelle avec le contenu dont nous disposons pour l'instant, notamment un module de formation sur le grand reportage et un module de formation sur le reportage tout court, parce que c'est des basiques dont on a besoin dans la profession. Et les échanges nous ont permis de voir comment on peut travailler à rendre ces contenus-là accessibles à tous les acteurs des médias et au besoin améliorer également la présentation de la plateforme qui reste, je rappelle, encore à l'étape de projet. Oui, c'est l'objectif même de la rencontre, de recueillir les attentes, les observations, parce que la plateforme, une fois opérationnelle, sera au service des acteurs des médias. Et le gros souci pour nous, c'est que cette plateforme-là puisse être utile aux acteurs des médias. Donc, à partir de maintenant, nous allons travailler à intégrer les recommandations, les préoccupations, en tout cas dans la mesure de nos possibilités, pour que chaque acteur de médias soit fier de cette plateforme-là qui nous est destinée. Dans un autre registre, l'année académique 2021-2022 démarre. Le campus d'Abomey-Calavi a accueilli dans la matinée de ce jeudi la cérémonie solennelle de la rentrée académique 2021-2022 des universités nationales publiques du Bénin, placée sous le signe de la lutte contre le harcèlement sexuel. Cette année universitaire a été lancée par Éléonore Yaïla Dekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec à ses côtés sa collègue des affaires sociales, Véronique Tony Foley. Le reportage est signé Setonde Larios à Diagbeno.
Par cette solennité, les activités académiques au titre de l'année 2021-2022 démarrent officiellement ce jeudi 28 octobre 2021 sur toutes les universités nationales du Bénin. Cette année académique sera marquée par la mise en œuvre des réformes du gouvernement Talon, avec un accent particulier mis sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Nos filles, nous devons les rassurer. Rassurer nos filles parce que ce fléau devient un fléau terrible. Faire en sorte que nos filles aient de facilité de venir vers nous. Une fille qui n'a plus le courage de se rapprocher de son enseignant qui est homme, c'est un problème. Si la fille n'a que des enseignants hommes, alors que dans le cursus, il leur est demandé de se rapprocher de leur professeur pour mieux comprendre. Et si cela devient un souci, vous voyez déjà que ces filles sont perdues. Nous allons tout faire pour récupérer les filles, ces victimes silencieuses, nous devons leur donner vie. Saisissant cette tribune de la rentrée solennelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est associé au département des affaires sociales pour entretenir la communauté universitaire sur les affres du harcèlement sexuel. Madame le ministre, je voudrais vous remercier pour avoir accepté faire de ce thème du harcèlement sexuel la couronne de cette année universitaire 2021-2022. C'est une invite à la communauté universitaire pour s'associer à l'action gouvernementale qui tend donc à éliminer ce fléau au sein de notre société. Ce choix atteste une fois encore que la solidarité gouvernementale et intersectorielle est une réelle réalité. Je sais d'ores et déjà que vous prendrez les dispositions nécessaires pour la mise en place des mécanismes de dénonciation et de gestion des plaintes au sein des universités et des grandes écoles du Bénin. Les nouvelles équipes rectorats récemment installées s'engagent à maintenir la veille pour endiguer le fléau hors des campus. Je peux, au nom de l'équipe rectorale, vous rassurer, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, que les cas incriminés ne se reproduiront plus jamais. Pour endiguer ces dérives qui n'honorent pas notre corporation, l'équipe du recteur Maxime Dacruz, à laquelle j'ai appartenu en ma qualité de vice-recteur chargé de la recherche universitaire, a pris des notes de service pour rappeler à l'ordre ses collègues. Aussi, a-t-il installé une commission d'éthique qui a traîné des cas de harcèlement qui ont impliqué certains enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. Les organisations estudiantines se félicitent des mesures prises pour l'épanouissement des étudiants. Ils espèrent cependant d'autres actions permettant l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Malgré les efforts salutaires fournis par son Excellence Madame Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin de laisser des universités modèles et les étudiants dans de meilleures conditions de travail, il existe encore quelques chantiers sur lesquels nos camarades étudiants et nous vous espèrent le plus pour le compte de cette rentrée académique et celle à venir. La cérémonie d'ouverture officielle de l'année académique 2021-2022 a été ponctuée de prestations artistiques. Restons sur le campus d'Abomey-Calavi qui a abrité ce matin l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des responsables estudiantins sur l'élaboration de différents projets et actes administratifs. Initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC, cette session de formation entre dans le cadre de la nouvelle collaboration entre les organisations estudiantines et l'État. Le reportage porte une fois encore la signature de Stéphane Lariota à Diagueno. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC outille les responsables étudiants de l'UAC à mieux rédiger les différents projets et correspondances administratives. Les objectifs que nous nous sommes fixés en organisant cette formation sont sans équivoque, à savoir outiller les bénéficiaires à la maîtrise des différentes étapes de l'élaboration des projets et des plans de travail annuels, renforcer leur capacité dans la rédaction des documents et requêtes à l'endroit de l'administration et autres structures, valoriser le potentiel de chacun des bénéficiaires à travers le développement personnel et les aguerrir dans divers domaines tels que la communication orale, la gestion du temps et des priorités,
la gestion des émotions et la confiance en soi. Au regard de l'importance des thématiques à développer au cours de l'atelier, l'autorité rectorale exhorte les participants à être assidus. L'atelier auquel vous participez aujourd'hui est très important et j'invite tout un chacun de vous maintenant à mettre son poids dans la balance, à y jeter les grains de sel pour que les objectifs fixés par les organisateurs, en l'occurrence Madame la directrice, soient atteints. Les responsables des organisations estudiantines prennent la mesure de l'intérêt de la présente session de formation. Nous voudrions profiter de l'occasion pour remercier Madame la directrice pour avoir initié cette formation à l'endroit des responsables étudiants et nous rassurons la direction du cours que les participants à cette formation vont se servir donc des acquis pour élaborer en bonne et due forme les projets suivant les instructions de l'arrêté portant financement des organisations estudiantines. Au-delà du bien fondé dans les relations entre les étudiants et les autorités universitaires, cet atelier va être bénéfique à ces derniers dans leur vie professionnelle. Les projets qui marchent sont des projets bien planifiés. Et dès lors que vous avez la possibilité de suivre les formations qui vous donnent des outils de planification, je peux, à la suite de Madame la directrice, vous dire qu'effectivement vous êtes heureux. Ceux qui vous ont précédé n'ont certainement pas eu cette opportunité. Et je salue votre leadership, Monsieur le Président de la FNEB, vous qui avez donc la main sur tout ce processus et à travers vous, toute votre équipe, l'ensemble des institutions estudiantines. Je souhaite plein succès à cet atelier de formation et à vous une très belle mise en œuvre des outils que vous allez y retrouver. Les participants disposent de 48 heures pour assimiler les différentes notions que la formatrice va aborder. De la spiritualité dans cette édition, le culte des morts, communément appelé Egungun, est une pratique clanique d'origine Yoruba. Une initiation et des règles strictes donnent accès à ce culte spécial. Suivons cet élément que nous propose Jacques Maognon d'Almeida au sujet de l'initiation. Fama kasoa eno pome si hen candidat lo mebo enanyo eno swe e ananda bon kuto original de solo so yo egosi demi yo le rafi ayo wa fi fi e da su le fi e da si le fi ni da kuto si ni de bu lo na da bon go yo eno gosi me no da bon go ni pa le ko yo eno gosi a vole do propos do nkoto Kodun abebere, agbanonde, adudi, otodi, achanande. Bebeo, idunde imbo. Tuwe kana doni no zekate. Wenu on de gina, de nya bebeo. Pawe so, wenu kana so, wenu me o masoro fia, edu yesu dile be foni. Bon, oui, et voilà, pour ton avis, à voter, quand on a si, tu as fait. Oui, pas eu de l'eau, et de nous, on a vous donner, mais le monde a ségué, on a un beaucoup de choses. À d'affaires, Dieu, que Dieu vous donne, à Banon, nous, à cause d'Ahoro pour le monde. Banon, nous, d'Ahoro pour le monde. Et qu'on voit les autres people, de Winton. Bon, on a des nos ans. Et c'est pas assez c'est wa de emina ya le grand dans amina mo akian pa lo tan iyo amina mo akian pa donc ndenu a ni de ba to na ko to adio Gowinton de ko fo e su ton bi bo Gowinton amina mo no esega ni be esega bo ewo wenu to e ka se ya si pas quand tu es bien à Gbemi qu'on a dit au Kaneka aussi le gars de Gantine. Ça c'est à Gbemi qu'on a dit mon allé à temps à toi après. Donc vous devez c'est ça. Pour nous couler non. On nous dit ça. À dire non dit. Comme on y est dans le loin je dis à Cointon
Vodon, quoi bien des filles, vodon est en l'air qu'on lui a accordé, mais il a remis ton nom, et ouais, la monnaie. Mais original, on y a ton, et ouais, et doit loi sur, non les beaux, loin de pour nous c'est qu'on a, anyway, so, j'ai beau à faire. Mais original, le dessus soit accordé, et tout est nous, et ouais, en blanc, nous faut nous tuer. Et tout est ici, nous, et ouais, moi, je dis que je suis un peu de temps pour je suis un tabac pour le grand dessus, pour tout le monde, je suis nous a été au niveau de la de l'eau à la consommation de l'année, pas dit. Moi, et j'ai maman, elle est sous du roméno, oui, bon, à mon avis, à voir, j'ai dit, à voir, nous les dit, à voir, dit. L'instructeur Euseb Arwandi nous conseille de vénérer les morts par tous les moyens possibles. Mais il ne faut pas vénérer tous les ancêtres. Suivons-le dans son développement, une fois encore, micro de Jacques Maouillon d'Almenda. Alors, quand on parle du mal des ancêtres, nous avons d'abord le mot mal, qui est issu d'un ancien mot égyptien appelé Imana, qui veut dire simplement indice capacitaire, ou qui veut dire simplement potentiel capacitaire, ou qui veut autrement dire aussi, je dirais, la mémoire. Nous sommes d'accord? Donc, quand on parle de la mémoire d'une chose, c'est l'indice capacitaire, c'est le discours, c'est même le potentiel, c'est la force capacitaire d'une chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, chaque âme a sa mémoire. Chaque âme a son indice ou a son potentiel ou a sa force capacitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le départ de cette âme de ce monde, cette force capacitaire ou cet indice capacitaire peut être une source d'inspiration pour ceux qui sont vivants. C'est là où on a dit quoi? Quand on parle du monde des ancêtres, le monde des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'indice, ou bien c'est le disque, ou même c'est le potentiel capacitaire des ancêtres. C'est la mémoire des ancêtres. Vous voyez? Et selon la tradition africaine, même depuis l'Égypte antique, les anciens n'installaient pas dans, je dirais, le sanctuaire de la mémoire des ancêtres, n'importe quelle mémoire d'un ancêtre, non. Il y a une différence entre le culte offert au moment des ancêtres et le culte fait aux ancêtres. Le culte fait aux ancêtres est une aberration. Est-ce que vous comprenez? Par contre, le culte fait à la mémoire des ancêtres est quand même divin. Parce que d'abord, selon la tradition spirituelle authentique, ce n'est pas la mémoire de n'importe quel ancêtre qu'on met dans ce sanctuaire-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ceux qui ont été des héros, ceux dont leur passage ont été utiles à l'évolution de l'humanité. C'est ces gens-là, c'est leur mémoire qu'on conserve dans ce cercle secret qu'on appelle le monde ou la chambre, le sanctuaire du monde des ancêtres. Afin que tout le temps, lorsque nous fassions, quand on va faire référence à cette sanctuaire, quand on va implorer la mémoire de ces ancêtres, que ça peut être une source d'inspiration pour ceux de vivants. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner des exemples. Toute votre vie est d'abord résumée dans votre mémoire. Vous êtes d'accord? On peut retrouver les atomes de votre existence ou de votre vie dans votre mémoire. Et ça, si vous comprenez. Lorsque quelqu'un a été un brigand dans sa vie et vous conservez sa mémoire, dites-moi, lorsque les gens vont vouer des trucs à cette mémoire, en quoi cette mémoire sera une source d'inspiration pour les gens, pour ceux vivants? Est-ce que ça c'est une source d'inspiration à la haute et je dirais criminalité ou quoi? Donc voilà le pourquoi ce n'est pas la mémoire de n'importe, ce n'est pas le monde de n'importe quelle âme que nos anciens prenaient pour constituer le monde des ancêtres. Donc le monde des ancêtres
la langue ou le nom de nos ancêtres, ce n'est pas n'importe quel moine. Est-ce que vous comprenez? Et voilà ce que ça veut dire. C'est le culte offert au moine des ancêtres est divin. Et la métaphysique qui se cache, voilà, qui se cache que je viens de vous expliquer. Par contre, les cultes offrés ou les cultes voués aux ancêtres, c'est là qu'il faut, c'est ça là qu'il faut ignorer, c'est ça là qu'il faut boycotter. La page internationale de cette édition du 28 octobre 2021 est une compilation des actualités en Algérie, au Laos, aux États-Unis et en France. L'Algérie ne passera plus par le Maroc pour exporter son gaz en Europe. Alger a décidé de ne plus utiliser le pipeline qui transite chez son voisin avec lequel les relations diplomatiques sont rompues depuis fin août. Les ministres des deux pays ont indiqué le mercredi 27 octobre dernier que les livraisons de gaz algérien à l'Espagne se feront désormais exclusivement via le gazoduc sous-marin Medgaz. Emmanuel Macron s'est entretenu ce jeudi avec le Premier ministre australien Scott Morrison pour la première fois depuis la crise provoquée par l'annonce mi-septembre d'une nouvelle alliance entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Une alliance qui a mis à mal un contrat de livraison de sous-marins français à Canberra selon l'Élysée. Le chef de l'État français a souligné qu'il appartenait désormais au gouvernement australien de proposer des actions concrètes qui incarneraient la volonté des plus hautes autorités australiennes de redéfinir les bases relations bilatérales. La police laotienne a saisi 55,6 millions de pilules méthamphétamine dissimulées dans un camion, la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée en Asie. L'annonce a été faite ce jeudi par l'organe de l'ONU chargé de la lutte contre les stupéfiants. Les 55,6 millions de comprimés de méthamphétamine et les 1537 kg de cristal meth signalés par le Laos hier en fin de journée constituent un record pour une seule saisie dans la région, a déclaré à l'AFP Jérémy Douglas, représentant régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La Chine a dénoncé ce jeudi la répression malveillante frappant China Telecom aux États-Unis après que Washington a retiré sa licence d'exploitation à l'opérateur chinois de télécommunications évoquant un risque d'espionnage. La mesure prise par les États-Unis compromet l'atmosphère de coopération entre les deux pays, a déclaré devant la presse la porte-parole du ministère chinois de commerce. Une page noire pour mettre un thème à cette édition. Le noble art béninois perd un de ses légendaires promoteurs. Barthélemy Alou-Konou, alias Bato, le patron de ADK Promo, s'en est allé ce matin. Barthélemy Alou-Konou a été le principal promoteur de Aristide Sagbo, alias Soweto, Victor Kwadenou, Sévéré Obloubi, Ange Adiaro, Théodore Lokossou et bien d'autres bosseurs qui ont été champions d'Afrique. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et à la famille du noble art béninois. C'est sur cette page que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur Zare TV. Bonsoir.